Salut à tous, alors en début d'année on testait l'ID3, la première véritable voiture électrique de Volkswagen. Dans la foulée ils ont sorti l'ID4, la version SUV, et en ce moment arrive en concession le modèle GTX pour GTI électrique. Alors ici on a une plus grosse batterie, on a 4 roues motrices, on a aussi un petit peu plus de puissance. Alors bien sûr on va s'intéresser dans cette vidéo à toute la partie électrique, la connectivité comme d'habitude, et puis on va la comparer à la référence du segment, la Tesla Model Y. Alors on le verra, c'est pas tout à fait le même gabarit, mais en tout cas c'est le même range de prix. Alors regardez comme elle est magnifique ici dans cette couleur rouge biton avec les grosses jantes. Évidemment ici on a une version bardée d'options. Alors en longueur elle fait 4,58 m, c'est quand même 17 cm de moins qu'un modèle Y, et ça je vous garantis que ça compte pour l'espace à l'intérieur, on le verra juste après. Alors on a une garde au sol qui a été rabaissée à 17 cm contre 21 sur l'ID4 standard. C'est la même en fait que le modèle Y, mais on a un empattement beaucoup plus court, et ça je vous garantis qu'à la montagne ça compte, on accroche quand même beaucoup moins qu'avec la Tesla. Alors bien sûr à l'avant on a un système de radar et de caméra pour la conduite semi-autonome, il y en a un petit peu moins que chez Tesla, mais c'est quand même bien équipé, on le verra juste après. Alors par contre un énorme atout par rapport à l'américain sont les phares qui sont à la fois tournants, très pratiques en montagne, et puis Matrix LED, vous pouvez être en plein phare tout le temps sans éblouir les autres. Ça manque vraiment sur le modèle Y. Dernier point, regardez ici, j'ouvre le coffre à l'avant, et non, il n'y a pas de frunk, il n'y a rien pour ranger ces câbles, il va falloir les mettre derrière sous le coffre, c'est beaucoup moins pratique. Ça c'est vraiment dommage, contrairement à Tesla, qu'ils n'aient pas prévu un petit espace. Alors à l'arrière, regardez, on a un petit essuie-glace, ça on l'a pas sur la Tesla. On a aussi l'ouverture au pied. Franchement, Elon Musk, tu pourrais au moins nous mettre ça sur le modèle Y. Alors regardez le volume de chargement, on est au-dessus de 500 litres, c'est pas mal, c'est dans la moyenne de la catégorie. Moi je dirais que ça suffit si vous avez une famille et 2 enfants, mais c'est quand même beaucoup moins que dans la modèle Y où on dépasse les 800 litres. Et puis dernier point les amis, regardez ici, je veux accéder à mes câbles qui sont sous le coffre, et bah là je peux pas, j'ai des bagages partout. Ça c'est vraiment pas pratique, J'aurais largement préféré un petit frunk à l'avant. Alors la prise elle est à l'arrière droite, c'est l'inverse de Tesla. Quand ils vont ouvrir les superchargeurs ça risque de poser des petits problèmes. Et puis regardez, il y a beaucoup de choses manuelles, il n'y a pas de bouton par exemple pour déverrouiller, il faut utiliser la clé. Il y a ces petits caches là moi que je trouve assez pénibles, ça se ferme pas non plus tout seul. Donc là encore moi je trouve que Tesla a un petit peu d'avance, c'est bizarre qu'ils aient pas copié ça quand même. Bon les amis, vous voyez qu'on a réussi finalement à brancher notre voiture, même si trouver des bornes devient de plus en plus difficile, surtout des bornes libres. Déjà il n'y en a pas beaucoup quand elles marchent, et surtout ici regardez, on a la prise en fait qui est du mauvais côté de la route, donc on a dû faire un demi-tour sur route. Théoriquement on n'a pas le droit de se garer comme ça, mais là on n'a pas le choix. Bon, on va parler un peu des ouvrants, c'est mon dada. Regardez, on a toujours une bonne vieille clé Volkswagen. Alors ça permet d'ouvrir la voiture à l'approche, par contre elle se ferme pas automatiquement quand vous éloignez, contrairement à une Zoé qui est capable de faire ça depuis des années. Et surtout, depuis l'application mobile, on peut toujours pas ouvrir et fermer la voiture. Ça je trouve ça quand même assez fou. Il y a plusieurs fois j'avais besoin de la bouger, j'avais oublié la clé, j'étais obligé d'aller la chercher. D'ailleurs je me suis même fait piquer une borne de recharge, donc c'est dommage qu'en un an ils aient pas fait évoluer quand même cette application. Alors bien sûr on est sur une version sportive, donc on va parler un petit peu des performances. Ici on a 300 chevaux, 150 kW à l'arrière, 80 kW à l'avant, c'est quand même beaucoup moins que chez Tesla, on est à 440 chevaux. Et bien sûr le 0 à 100 est abattu en 6 secondes 2, ce qui est quand même pas mal, mais c'est moins bien que les 5 secondes du modèle Y. La vitesse max 185 km/h, là encore c'est pas mal, mais c'est moins bien que la modèle Y qui est à 220. Le couple est à 460 Nm, c'est encore moins bien que chez Tesla qui est à 493. Et surtout regardez les amis, ici on dépasse les 2 tonnes 100, c'est une voiture qui est très lourde, alors que sur le modèle Y on est sous les 2 tonnes. Donc voilà, une voiture plus lourde, des performances en retrait, donc forcément elle est un petit peu moins sportive. Bon les amis, petit 0 à 100, on va voir si ça pousse. 0 à 130 même, on est au péage. Écoutez, ça envoie pas mal, pas autant que la Jaguar et que l'Audi e-tron. Mais là, regardez, on est déjà à 130. Alors là-dessus, on a une grosse batterie de 77 kWh net, c'est à peu près comme la Tesla. Vous voyez, l'autonomie WLTP, elle est assez similaire à 20 km près. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec ça, on fait à peu près 300 km sur autoroute, un petit peu plus en été. Et puis, bien sûr, l'autonomie annoncée, c'est celle qu'on a en ville en conduisant pépère. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que là, on peut faire de vrais grands trajets. Parce que dès qu'on a 300 km sur autoroute, franchement, vous allez à peu près partout. Bon, Sylvia, on tente la station Total. Et jusqu'à présent, Total, c'était un échec total. Un échec total. Donc on va voir si ça s'est amélioré ou pas. D'ailleurs regarde là, tu sais pas trop si tu arrives dans la version électrique ou pas. Pour l'instant je vois rien. Vraiment ça marche. Ça a l'air de marcher, il y a une voiture. Mais est-ce qu'on va charger à pleine vitesse? C'est la question en fait. Et elle est pas mal cette caméra, vous voyez la petite bird view. Et puis ici c'est un ultra grand angle. Et en fait la caméra va bouger un petit peu comme sur l'iPhone. C'est assez sympa. Tu t'es mis sur la seule qui marche pas. Ça marche pas les amis. Ça marche pas. Bon Sylvia, échec total chez Total.
On a fini sur la 50 kW, mais franchement, les bornes rapides, soit elles marchent pas, soit elles délivrent pas le courant. Et puis regardez, là, il y a une Jaguar, elle est obligée de se mettre sur la borne d'à côté, là, sur une autre place. Enfin, vraiment, Sur le trottoir. c'est la catastrophe, ces bornes. Et franchement, Total, faites quelque chose parce que ça ne marche jamais. Je crois que jamais on a réussi à charger correctement à la puissance promise. À chaque fois, on a eu un problème, oui. Voilà, la logique des bornes que vous appelez Total, la 1, la 2, la 3 et la 4. Et là-bas, la 5. Ah non, la 1. Qu'est-ce qu'il y a? Ça s'ouvre pas. Comment ça s'ouvre pas? Regarde. Tu vois? Il faut avoir le cœur pur. Regarde, laisse-moi essayer, regarde. Voilà. Arrête. Et là, ça a fonctionné. Alors en triphasé, c'est du 11 kW, hein, comme chez Tesla, il faut à peu près une nuit pour charger la voiture sur une borne de village ou sur votre petite borne 11 kW à domicile. Par contre, regardez, en charge ultra rapide, la Tesla est devant, elle charge 2 fois plus vite en 250 kW, mais pour autant, la durée de charge pour aller à 80% est à peu près la même, une grosse demi-heure. Ça, c'est lié au fait que l'ID4 gère un petit peu mieux sa puissance, hein. On a 100 kW pendant un petit peu plus longtemps. Alors bien sûr, vous pouvez charger cette voiture sur une prise électrique standard, là ça mettra plus de 24 heures pour charger la batterie entièrement. Je vous ai quand même mis un lien et puis je vous ai fait une petite vidéo sur un chargeur qui permet de charger jusqu'à 16 ampères sur une prise renforcée, donc ça permet de réduire quand même un petit peu les temps de charge par rapport au chargeur fourni. Alors puisqu'on charge, là je voulais vous montrer quand même cet écran, puisque on voit toujours pas la puissance de charge contrairement à Tesla. Voilà, si la borne marche pas bien ou elle est pas très rapide, on le voit pas vraiment. Par contre on voit bien voilà le pourcentage de la batterie. On a aussi le temps de charge mais qui est pas très fiable là aussi. Il vous dit il reste 30 minutes, des fois il vous reste beaucoup plus longtemps que ça. Alors vous voyez depuis la voiture, ça c'est un truc qu'on pouvait pas forcément bien faire chez Tesla avant, c'est de mettre des positions de recharge. Donc par exemple si vous êtes dans un endroit, là on a mis ma position, voilà tous les lundis, tous les mardis vous les chargez à cette vitesse. Voilà, toujours les réglages évidemment de courant, si vous voulez régler aussi la charge jusqu'à 50%, 100%. Donc c'est pas mal d'avoir en fait des options comme ça ici de régularité, surtout si vous avez des tarifs préférentiels. Bon, on passe au GPS, au planificateur, mais avant je voulais vous montrer la carte. Regardez, on voit le rayon d'action, donc ça c'est plutôt pas mal, hein. J'ai vraiment les réglages de base qui prennent en compte donc l'autonomie qui est affichée ici. On est quasiment à 100% à 350 km, ça prend en compte hein, la façon dont j'ai conduit, donc essentiellement de l'autoroute. Donc voilà, on va voir ce que ça donne maintenant sur la planification d'itinéraire. Bon, on va faire une petite planification de trajet, on va aller à Nîmes, et avec l'ID3 il m'avait mis plein de stations un petit peu folklore. Alors là, voilà, on va faire démarrer. Donc votre itinéraire comprend une halte de recharge obligatoire. Voilà, il a trouvé l'halte de recharge et regardez, il a mis Ionity en priorité. En plus, là, c'est bien l'air de Montélimar, donc super. Donc voilà, ça c'est vraiment un atout, c'est-à-dire que ces logiciels sont capables d'évoluer. Et là, par rapport à l'ID3, en tout cas sur ce trajet que je connais bien, bah, il m'a mis la bonne aire, c'est l'air où je me serais arrêté normalement. Alors en notre trajet, on va essayer d'aller à Lille. Là, il nous dit qu'il y a plusieurs bornes et regardez. Là par contre il nous met des trucs pourris, c'est-à-dire il nous fait s'arrêter sur du 22 kW, en plus ça sert à rien puisque ici ça charge que sur 11 et du coup le temps de trajet est décuplé, hein. Vous voyez ici le temps qu'on reste sur cette aire, donc on peut pas privilégier le Ionity alors que Tesla par exemple privilégie ses superchargeurs. Donc là c'est quand même un point assez négatif sur ce planificateur, ce qui fait qu'on hésite quand même vraiment à lui confier hein, absolument tout sans passer par des applications. Bon les amis, on est parti, 264 km, on est à 100%, on va voir combien consomme cette voiture sur autoroute, hein. Là c'est vraiment que de l'autoroute, du 110, 130 en respectant les limites. On verra, il nous dit 372 km d'autonomie, donc on va arriver avec encore 100 km d'autonomie. C'est parti. Alors la conduite autonome, bah écoutez, moi je la préfère à Tesla sur autoroute. Déjà parce que quand vous doublez, donc vous mettez votre clignotant, et ben la voiture va accélérer, contrairement à Tesla qui aura plutôt tendance à freiner, donc il faudra donner un coup d'accélérateur manuellement. Ensuite, dès que vous déboîtez, regardez ici je mets mon clignotant, elle va se recaler toute seule dans les lignes, ce qui n'est pas le cas chez Tesla. Il faut appuyer, vous savez, 2 fois sur le petit commodo. Et puis surtout, dernier point, c'est une voiture qui ne vous punit jamais. Voilà, Tesla des fois considère que vous avez mal conduit et désactive la conduite autonome pour le reste du trajet, ce qui est quand même un peu infantilisant. Là, c'est jamais le cas. Et je dirais aussi que c'est une voiture qui est assez discrète. On n'a pas des gros bip bip dans tous les sens si on ne met pas bien ses mains sur le volant régulièrement, ce qu'il faut faire quand même hein, selon la législation. Mais en tout cas, c'est vraiment une conduite autonome qui est très apaisante et finalement sur autoroute, on voit les kilomètres passer sans se fatiguer. Regardez, il me demande de reprendre le contrôle. Je suis en conduite semi-autonome. Regardez, je vais juste mettre la main là. Voilà, en fait c'est capacitif, il n'y a pas besoin de donner d'à-coup comme chez Tesla, c'est pas mal, mais ça marche pas partout sur le volant. Là si je mets la main en bas, il continue de biper, alors que si je la mets en haut là, il bip plus. C'est quand même, voilà, il faut vraiment avoir les mains à 10h10 pour que ça marche, ce qui est quand même un peu dommage.
Alors petit point conso à mi-parcours, vous voyez ici on a fait 160 km, on est à peu près à la moitié de la batterie à 120 km/h de moyenne, donc en respectant les limites. Et on a une conso moyenne de 23,5 kWh au 100, je dirais qui est à peu près correct avec un gros gabarit comme ça. Avec des températures, on est descendu quand même jusqu'à 3 degrés. Donc voilà, ça nous donne quand même un range de 300-320 km sur autoroute, ce qui est à peu près comme le modèle Y actuel qui vient de Chine. Donc voilà, on est un petit peu au-dessus niveau conso, mais à peine. Moi je dirais que franchement c'est plutôt pas mal. Alors quelque chose que j'adore chez Volkswagen, c'est cet afficheur tête haute, regardez, qui est hyper large, hyper complet, il y a tout, hein. La réalité augmentée, la lecture de panneaux, la cartographie, vous avez même de la réalité augmentée assez inédite. Là regardez par exemple sur les voitures de devant, on a des petites indications comme quoi il l'a bien vu, si on en a une qui se rabat sur vous, voilà, il vous la met un peu en orange avec un gros panneau, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve pas chez Tesla, hein, même le fait qu'il voit bien la route. Et puis regardez, on a encore ici donc un petit afficheur sous le volant. Alors comme l'ID3, on peut le configurer soit pour voir un petit peu plus de cartographie, soit pour voir un petit peu plus de réalité augmentée. Et en tout cas, ça évite de dévier le regard, hein, sur la droite, sur le grand écran de chez Tesla. Donc vraiment, en termes de confort visuel et en termes finalement de sécurité, moi je trouve que cette ID4 a un petit peu d'avance sur l'Amérique. Bon les amis, on arrive sur notre Ionity, vous voyez qu'on a 18% de batterie, on a fait 252 km à 120 de moyenne, donc j'ai vraiment respecté les limites de vitesse. D'ailleurs il y a un autre ID4 qui m'attend ici, on a fait du 23 kWh au 100 de moyenne, donc c'est un petit peu au-dessus de Tesla qui doit être plutôt autour de 20-21 sur un modèle Y, donc vous voyez que c'est plutôt pas mal, mais un petit peu au-dessus de Tesla quand même en termes de conso, sachant qu'il a fait quand même entre 3 et 11 degrés, donc ça permet de faire 300 vrais kilomètres sur autoroute, voilà, à 130, donc moi je trouve ça plutôt bien, sachant qu'on peut en faire plutôt 350, 360 donc en été. Moi je dirais que c'est suffisant pour être serein, voilà, pour aller d'une borne à l'autre. C'est rare qu'il n'y ait pas de borne tous les 300 km. Par contre il faut quand même préparer ces trajets. Là j'aurais pu faire qu'un seul arrêt, mais malheureusement compte tenu du faible nombre de bornes, vous pouvez faire que 200-250 km à chaque fois, et donc vous êtes obligé encore de vous arrêter un petit peu plus souvent, mais voilà, ça change. Les bornes Ionity, il y en a quand même de plus en plus, presque autant que chez Tesla. Bon alors comme ici dans les embouteillages, vous voyez que la voiture s'arrête toute seule, elle se reprend automatiquement. Par contre contrairement à Tesla, si elle s'arrête un petit peu trop longtemps, genre plus de 5 secondes, il faut donner un coup d'accélérateur, ce qu'on n'a pas chez Tesla. Et ça j'avoue que dans les bouchons c'est un peu dommage, surtout voilà dans des grandes villes comme ça où souvent les temps d'arrêt, vous voyez ici là, elle s'est arrêtée, je suis obligé d'accélérer. Alors ici sur ces petites routes là au sud de Toulon où on peut même pas croiser, écoutez, avec cette ID4 j'ai pas eu trop de soucis puisqu'on a une bonne garde au sol, on peut se mettre quand même sur les côtés assez facilement. En plus elle braque bien et puis elle est hyper confortable. On peut aussi mettre le mode sport si on préfère envoyer un petit peu des watts. Bon alors Sylvia, je sais pas ce que t'en penses toi derrière la caméra, mais moi j'aime beaucoup cette ID4. Alors c'est un peu plus chargé que chez Tesla. Déjà c'est assez confortable, non, tu trouves pas? Si, même les finitions sont très stylées. J'aurais préféré peut-être notre siège. L'appui-tête est un peu trop loin. Ouais, l'appui-tête est loin sur ces sièges. Alors c'est une option à l'Alcantara, le siège sport, il y en a qui aiment plus ou moins. Après c'est vrai que globalement c'est extrêmement bien fini. Vous voyez ici il y a du plastique moussé, des surpiqûres. Alors, il y a toujours voilà, les bas de porte, ça c'est dans toutes les ID. Je trouve qu'ils auraient pu mettre un petit peu moins de plastique, mais ça allège aussi la voiture. Il y a aussi beaucoup de rangements pour les tickets à péage, pour les gobelets. On a encore un chargeur ici. On a vraiment beaucoup de rangements un petit peu partout. C'est un petit peu plus chargé en termes d'écran, mais moi aussi je trouve que c'est plus tourné vers le conducteur. On a moins les yeux qui partent dans tous les sens. Donc voilà une voiture, je dirais, qui correspond au standard en fait de Volkswagen. Alors par rapport au modèle Y, regardez, on a un petit Vélum, ça c'est vraiment pratique l'été. Et surtout, regarde, à côté de toi Sylvia, il y a une poignée. Ça c'est vraiment cool et ça manque parce que dans le modèle Y, il n'y en a pas non plus ici. Alors que là, on peut se tenir, ça c'est quand même agréable. Bon, et tu me disais aussi, cette voiture, elle fait pas beaucoup de bip bip. Oui, que je trouve très gênante dans d'autres voitures. Ici, vraiment, même les clignotants est très silencieux. Quand tu boucles pas ta ceinture, il fait pas de bruit de suite. Ouais, c'est moins oppressant que Tesla ou que certains véhicules d'ailleurs. Déjà. Ouais, surtout quand on conduit, on n'a pas envie d'avoir des bips dans tous les sens. Bon, on va faire un petit tour de l'application mobile. Malheureusement, vous allez le voir, ça n'a pas beaucoup évolué. Bon, vous voyez l'écran d'accueil qui est assez basique. On voit l'autonomie, le pourcentage. On peut aussi enclencher la climatisation, mais regardez, c'est à peu près tout ce qu'on a, ce qui est quand même assez basique. Alors on a quand même accès donc à des réglages un petit peu plus poussés. Par exemple là, on peut arrêter la charge à distance.
Voilà, donc on peut programmer, vous voyez, des horaires de charge, on peut régler aussi les jours de la semaine, si vous avez des tarifs de préférence de charge, si vous travaillez tous les jours aux mêmes horaires, donc ça c'est quand même assez pratique. Voilà, alors quelques petites options supplémentaires pour la recharge, on peut baisser le niveau de charge, hein, le mettre par exemple à 80% tous les jours, on peut aussi baisser le courant alternatif, ça c'est pour le mettre par exemple à 8 ampères au lieu de 16, on peut déverrouiller la prise automatiquement, ça c'est assez pratique, mais bon ça dépend un petit peu, hein, si vous voulez pas vous faire piquer le câble, vaut mieux pas cocher cette option. Alors quelques options aussi de clim, voilà, si vous voulez de la clim stationnaire, dégivrer aussi automatiquement les rétros, les zones aussi de climatisation. Alors aussi des petites options de cartographie, vous voyez que si je clique ici, je vois ma station Ionity avec les bornes prises. Par contre, on peut rien lancer là depuis l'application mobile, on a juste voilà quelques petites informations ici comme ça. Donc il y a pas que Ionity, hein, il y a aussi d'autres bornes, mais bon, je dirais que ça apporte quand même pas grand chose par rapport à des applications plus complètes comme ChargeMap. Alors un truc cool, c'est qu'on peut filtrer quand même. J'ai mis le CCS 100 kW, mais regardez, il vous met que les bornes autour de vous, donc en fait même autour de Lyon là il me les met pas, donc c'est vraiment pas très utile pour préparer son trajet quoi. Alors regardez, je me dis tiens cool, on peut aller préparer son trajet, donc je tape Lille, voilà là-haut, magnifique. Sauf que bah, quand vous regardez, vous pouvez pas faire grand chose, il vous met juste quand même le trajet, mais vous pouvez juste l'envoyer voilà, à votre véhicule, mais là il se passe rien du tout. Donc ça c'est quand même assez dommage. En fait ce qui est dingue, c'est quand on voit l'appli Tesla qui existe, hein, qui est sur le marché depuis des années, on peut faire klaxonner la voiture, on peut la démarrer à distance, on peut ouvrir les vitres à distance, on peut voilà, simplement entrer dans le véhicule avec le Bluetooth, c'est quand même quelque chose qui est ultra basique je dirais aujourd'hui. Et ben non, chez Volkswagen on a encore 3 beaux fonctionnalités depuis un an. Donc je sais pas ce qu'ils font, vraiment c'est déprimant de voir que des si grandes marques européennes n'arrivent pas au niveau de Tesla pour une simple application mobile. Évidemment il y a tout le back-office derrière, mais quand même ça demande pas tant de travail que ça de faire des applis quoi. Alors je voulais revenir sur 2-3 petites choses à l'intérieur, notamment ce levier de vitesse. Alors je sais qu'il y en a qui aiment pas, mes confrères journalistes, il y en a qui trouvent ça un peu bizarre, et moi j'aime beaucoup, je trouve ça extrêmement pratique, beaucoup plus pratique des fois que le gros bâton de chez Tesla. Je trouve ça bien aussi, ici regardez il y a plein de petits rangements, il y a 2 emplacements pour vos cartes de crédit, pour vos tickets de péage, 2 emplacements de gobelets ou pour les lunettes de soleil, enfin vraiment très pratique ici. Il n'y a pas les emplacements pour la recharge sans fil en fait, c'est comme sur l'ID3, il n'y en a qu'un seul, il est au milieu, ça c'est un peu dommage. Par contre on a 2 ports USB-C, donc ça très bien pour la recharge rapide. On en a aussi à l'arrière, donc une voiture qui est, je dirais, ergonomiquement assez agréable, assez bien équipée quand même, il n'y a pas de gros défauts majeurs. Alors par rapport à l'ID3, on a toujours un peu les mêmes soucis d'ergonomie. Regardez ici par exemple, pour baisser les vitres arrière, il faut appuyer ici. Voilà, et puis appuyer là-dessus, mais le problème c'est qu'au péage, vous cherchez un peu vos boutons, vous appuyez ça sans faire exprès, vous ouvrez la vitre arrière. Voilà, c'est un peu dommage. J'aime aussi pas beaucoup les commandes tactiles, je trouve qu'elles sont pas très précises au volant. Il faut appuyer plus ou moins fort pour le régulateur de vitesse. Moi je trouve que ça prend pas forcément en compte ce que vous voulez. Et puis dernier point qui me gêne, c'est ici, regardez, on a des raccourcis là, donc pour la clim, pour le son et tout, mais vous le touchez souvent sans faire exprès, et surtout c'est pas rétroéclairé la nuit, donc ça sert à rien là, voilà, dès que le jour baisse. Donc voilà, c'est des petits défauts, mais ils les ont pas corrigés depuis l'ID3, et je trouve ça un petit peu dommage, hein. Au moins d'avoir mis le rétroéclairage ici, ça aurait été cool. Alors un autre atout que je trouve bien par rapport à Tesla, regardez, c'est le mode hors ligne. Voilà, on peut laisser la voiture déconnectée, comme ça si jamais vous la prêtez à un ami, vous savez pas forcément ce qu'il va faire avec. Voilà, moi je trouve que c'est bien d'avoir au moins le choix de cette option qu'on n'a pas hein, chez Tesla. Bon alors sur toute la partie écran connectivité, je vais pas revenir autant en détail que sur l'ID3 parce qu'en fait c'est exactement le même système. Donc voilà, vous avez exactement le même type d'écran, exactement les mêmes dalles, les mêmes fonctionnalités, donc il n'y a pas eu tellement de modifications. Je vais quand même revenir sur les spécificités hein, de cette ID4, et puis on va parler aussi de certains points de détail voilà, qui m'agacent un petit peu, que j'ai pas forcément vu durant mon premier essai. Alors vous voyez que l'écran est vraiment immense dans cette ID4, et d'ailleurs quand on met CarPlay, voilà, je pense que c'est un des plus gros CarPlay que j'ai jamais vu. Vous voyez ici avec Waze, hein, qu'on n'a pas chez Tesla. Donc ça, d'avoir Apple Music, Waze, le vrai Google Maps aussi avec la navigation Google, bah ça c'est quand même quelque chose hein, qui nous manque beaucoup chez Tesla. Donc voilà, on a toujours donc ce grand écran central qui ressemble un petit peu à un iPad, qui est assisté par un second écran ici, et puis de la réalité augmentée, je vous l'ai dit, pendant la conduite. Donc globalement tourné vers le conducteur, assez agréable visuellement avec des interfaces modernes. Regardez, petit point de détail assez sympa, vous pouvez aussi le mettre en mode sombre. Regardez, j'ai l'iPhone dans les mains puisqu'on a CarPlay sans fil, donc qui marche très bien, qui est assez réactif, et qui est aussi sur un, alors je dis réactif puis tout à coup ça rame, mais globalement ça marche bien là parce que je suis en train de filmer aussi avec le téléphone. Vous voyez qu'on a pas mal d'applications qui sont apparues, hein, Better Route Planner, ChargeMap, on a aussi ChargePoint, Telegram, WhatsApp. Donc ça c'est des choses qu'on n'a pas du tout chez Tesla. Moi ce qui me manque le plus chez Tesla c'est Waze, c'est le vrai Google Maps aussi hein, pour planifier ses trajets. Et vous voyez qu'en plus la définition est vraiment très très bonne.
Donc ici, moi, c'est quelque chose que j'adore tout simplement et qui compense bien aussi le système embarqué. Dernier point, dans CarPlay, on n'a pas encore non plus de YouTube, de jeux, etc. Ça va peut-être venir, on sait pas, mais en tout cas, moi, je trouve ce système beaucoup plus simple à utiliser que le système embarqué. Alors à l'époque de l'ID3, je m'étais beaucoup plaint de cette interface que je trouve un petit peu compliquée à utiliser puisque, bon, là, on se dit tiens, c'est un petit peu comme un iPad. Regardez, on a accès à un petit volet en haut déroulant, voilà, qui est un peu dur à remonter. On a ces petites applications avec la téléphonie, tout ça. Donc on se dit voilà, très bien, on est sur un iPad. Sauf que, vous voyez ici, on a véhicule, là on a réglage, là on a CarPlay. Regardez, je switch ici. Là j'ai la cartographie, là j'ai un petit bout de CarPlay, là j'ai les réglages du véhicule, le téléphone. Je retourne ici, j'ai encore CarPlay, là j'ai encore voilà des petites infos de consommation, encore un menu réglage. Tiens d'ailleurs, où est-ce qu'il va? Il va dans les réglages. Alors c'est des réglages, on va dire système en fait. Alors que si vous cliquez par exemple ici, vous avez plutôt les réglages de la voiture, vous voyez, avec la charge, voilà, c'est charge plus d'autres petites infos du véhicule, notamment la big tacle, etc. Et puis regardez ici, mais vraiment c'est juste pour vous montrer un petit peu comme c'est compliqué. Là on a encore l'accès au véhicule, mais en fait c'est le menu que je viens de vous montrer. Et si je vais ici dans réglages, voilà, c'est le menu qu'on retrouvait tout à l'heure. Donc moi je trouve que c'est quand même pas simple de s'y retrouver quand on cherche quelque chose d'un petit peu précis. On est vite perdu dans ces menus. Alors parmi les petits réglages spécifiques à cette ID4 GTX, regardez, il y a le mode ici de conduite. Donc on peut mettre éco, confort, sport, traction. Sport c'est pour avoir toute la puissance du moteur. Confort pour avoir le plus d'autonomie, même si éco est un peu plus autonome, mais bon il vous enlève des fois un petit peu la clim. Vous avez le mode traction, 4 roues motrices, ça c'est très pratique à la montagne. Le mode individuel, donc ça c'est vraiment pour personnaliser vos réglages. Et regardez, on peut personnaliser beaucoup de choses. Voilà, le DCC, la direction, l'ACC, aussi voilà l'entraînement ici, les éclairages aussi si vous voulez que ce soit plus ou moins réactif. Évidemment la clim si vous voulez pas consommer trop d'énergie. Donc vous, c'est à vous un petit peu de voir en fonction de vos envies. Et je trouve ça très bien parce que ça chez Tesla on l'a pas. Alors je trouve ça un petit peu bizarre d'avoir mixé, regardez toutes les données de charge, là par exemple les lieux de charge, la recharge, et puis là on a des données de tout simplement de configuration du véhicule. Donc c'est très graphique, ça par contre c'est assez accessible, c'est assez facile. Par exemple regardez ici, on peut régler l'ouverture automatique du coffre, on peut régler le verrouillage centralisé, voilà les essuie-glaces. On a aussi tous les réglages dans l'habitacle. On a par exemple ID Light. Alors vous savez ID Light c'est cette petite barre là qui est au-dessus et qu'on voit clignoter par exemple quand on a des instructions de navigation. Vous voyez on peut ici la commande vocale, les appels téléphoniques, des fois voilà quand vous faites de la navigation il vous dit de quel côté tourner. Donc moi je trouve c'est assez intelligent cette petite barre, ça je l'ai bien aimé sur l'ID3 et c'est quelque chose donc on peut aussi activer ou désactiver depuis ce menu. Alors ça ils ont toujours pas modifié, mais c'est vrai que le deuxième écran de cockpit en fait on peut juste réinitialiser les réglages, puisqu'ici regardez les informations elles sont quand même assez basiques. On peut juste changer la vue ici avec le bouton vue, donc mettre plus de place par exemple pour la cartographie qui viendra se mettre à droite. Ici les infos on n'a toujours pas le pourcentage de la batterie, on a toujours un peu de réalité augmentée à gauche, et puis bien sûr toutes les données de conduite avec le régulateur en bas. Donc voilà, ce petit écran il est bien pratique, mais c'est vrai que je trouve qu'il n'est pas très personnalisable contrairement à Audi. Voilà, on a d'autres véhicules dans le groupe Volkswagen qui proposent quand même plus de choses sur ce petit afficheur. Bon, les aides à la conduite, on les a déjà vues dans l'ID3, donc allez voir la vidéo. On a tout ce qui est régulateur, limiteur de vitesse, voilà, tout ce qui est assistant au changement de voie, détection de la signalisation routière, donc vous pouvez activer ou pas, et puis adapter effectivement le régulateur en fonction de la lecture des panneaux. Et vous voyez qu'encore ici aussi c'est graphique, c'est-à-dire soit vous allez dans la liste, soit vous pouvez simplement cliquer voilà sur la reconnaissance des panneaux, il va vous afficher les panneaux. Là par exemple c'est tout ce qui est front assist, freinage d'urgence. Là c'est pour tout ce qui est side assist, l'assistant en changement de voie. Donc voilà, c'est si on veut régler ça de manière un petit peu simple, moi je trouve que ces icônes c'est quand même assez pratique. Alors je voulais aussi vous montrer la caméra de recul qui est vraiment très bien faite, déjà en deux parties, regardez, avec la vue de dessus et puis ici une caméra qui est ultra grand angle. Alors bien sûr vous pouvez choisir votre caméra sur les côtés, sur le devant, ça on l'a pas chez Tesla non plus. Donc voilà, et puis regardez, je vais vous montrer un petit truc. Là on a un ultra grand angle, donc dès que vous tournez ici, vous voyez le volant là, et bien regardez, la caméra va tourner avec. Donc comme Center Stage un petit peu là, vous savez, sur les derniers iPads. Donc ça je trouve ça vraiment extrêmement bien pensé.
Alors la clim c'est comme l'ID3, regardez vous avez des petits boutons ici, vous avez quand même des raccourcis donc vous pouvez juste changer la température mais voilà pas très accessible, on l'a vu tout à l'heure. Puis si vous appuyez ici vous avez tous les réglages, par exemple pour le siège, voilà, pour le volant, après effectivement vous pouvez mettre Smart Climate, c'est vraiment de la clim automatique qui va effectivement avoir un peu d'intelligence à l'intérieur pour voir ce que vous voulez faire, voilà vous pouvez dire chauffe-moi les pieds, mets de l'air frais, mais sinon il s'occupe vraiment tout seul de la clim. Là c'est un petit peu plus classique avec des réglages en haut, en bas, voire sur les côtés si vous avez un passager. Il y a une petite fonction de clim assez amusante, c'est Air Care, voilà, ça permet de recycler l'air, de filtrer les particules fines. Voilà, si vous êtes ici en ville et que c'est un petit peu trop pollué, vous pouvez effectivement activer ça, bon voilà, mais c'est encore en option. Bon alors ce système, vous voyez qu'on peut toujours le mettre à jour, donc voilà, bon là il en propose pas. En fait, moi ce que je dirais c'est qu'il a pas tellement évolué depuis un an, alors que Volkswagen nous avait promis quand même des grosses mises à jour. On est vraiment très loin de Tesla avec l'apparition de mode Sentinelle, avec voilà des fonctions de caméra, avec vraiment des grosses modifications, avec des applications, hein, des YouTube, Netflix. On aurait pu imaginer que ça arrive dans cette voiture parce qu'on a quand même regardé ici de la 4G. Donc ils ont surtout corrigé les bugs. Voilà, c'est quand même un petit peu plus fluide hein, qu'auparavant, même si je trouve qu'il y a toujours des moments où ça lag. Et puis c'est vrai qu'ils ont aussi regardez là ça lag. Et puis regardez ils ont aussi corrigé pas mal de bugs, notamment le système qui se coupait. De temps en temps j'avais des écrans noirs moi sur l'ID3. Là j'en ai pas eu du tout sur cette ID4, ce qui est quand même assez rassurant. Voilà donc encore pas mal de progrès à faire chez Volkswagen pour atteindre Tesla, si tant est que ce soit possible. Bon, l'assistant vocal, donc voilà, pas de progrès hein, par rapport à l'ID3, je trouve que c'est toujours moyen. Alors ça répond aux commandes de base, si vous lui demandez un guidage, si vous lui demandez, vous lui dites j'ai chaud, vous lui dites voilà je veux aller à tel endroit, mais sinon voilà il vous donnera pas la météo, même la batterie il a du mal à vous la donner, donc c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup utilisé pendant mon trajet quand même. Quelle est la météo? Veuillez répéter. Quel est le niveau de la batterie? Vous pouvez voir les informations relatives à votre conduite sur l'écran. Cherche une borne de recharge. Cherche station de recharge dans les environs. Veuillez sélectionner une destination spéciale de la liste. Combien de temps pour aller à Paris? Veuillez d'abord démarrer un guidage. Quelle distance pour aller à Paris? Veuillez d'abord démarrer un guidage. Bon alors les amis, est-ce qu'il vaut mieux prendre cette ID4 GTX ou la Tesla Model Y? Eh ben je dirais que ça dépend un petit peu. Déjà au niveau du gabarit, ici on est plutôt sur un Tiguan alors que le Model Y c'est plutôt un Tiguan Allspace, un Skoda Kodiaq. Alors moi je dirais que les deux ont quand même une bonne autonomie, des finitions impeccables, pas mal de technologie. L'ID4 est quand même plus facile à manœuvrer, notamment en ville. Il est aussi plus confortable avec la suspension active. On a CarPlay, mais le Model Y a quand même pas mal d'atouts, hein, notamment le réseau de bornes. Bien sûr les superchargeurs vont s'ouvrir, mais c'est pas encore le cas en France. On a aussi un meilleur planificateur d'itinéraire chez Tesla, toute la partie logicielle est quand même beaucoup mieux travaillée, hein, on l'a vu, avec l'application mobile aussi. Alors les prix sont quand même assez voisins, c'est pour ça qu'il y a matière à hésiter entre les deux. Et surtout cet ID4 GTX arrive à être assez cher, surtout avec le catalogue d'options de Volkswagen. Alors, regardez ici le prix de notre modèle d'essai. Bref, je pense qu'il y a de quoi réfléchir. En tout cas, moi cet ID4 il m'a beaucoup plu. Je pense que c'est une voiture qui peut plaire à beaucoup de monde. Tout dépend où on place ses priorités. Voilà les amis, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à tester cette ID4 GTX. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous ai mis aussi tous les liens vers les petits chargeurs et toutes les vidéos aussi en vignette. Bien sûr, on like, bien sûr, on s'abonne à la chaîne et on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouveaux essais.